Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, votre rendez-vous emploi RH, c'est tous les jours, du lundi au vendredi, débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles, bien entendu, au sommaire. Aujourd'hui, dans Bien dans son job, on parle du Flex Office. Alors, il a parfois été contesté, mais on va en parler avec Vianney Goater, il est le cofondateur de Desker. C'est une plateforme SaaS, il nous expliquera ce système de cette jeune entreprise. Smart Philo, ça c'est important, la philo. Le consensus, ça c'est un sujet essentiel. Thibaut Brière viendra nous en parler, conseiller en management, expert des nouvelles formes de travail. On parlera donc du consensus. Le cercle RH, on parle du coût de l'énergie, mais pas uniquement pour les industries qui en consomment beaucoup, non, pour les TPE et les PME. C'est un sujet extrêmement complexe pour ces toutes petites entreprises. On fera le point avec des experts et notamment la vice-présidente de la CPME. Puis dans Fenêtre sur l'emploi, pour terminer notre émission, les enjeux du recrutement dans l'événementiel. Oui, l'événementiel repart, mais il y a des difficultés pour un certain nombre de postes. On y reviendra avec Benoît Ramozzi. Il est directeur général de l'événement. C'est le nom de l'entreprise. Voilà le programme. Tout de suite, c'est bien dans son job. Dans Bien dans son job, on parle aujourd'hui des bienfaits, ou pas d'ailleurs, du Flex Office. C'est vrai que c'est un sujet un peu de controverse dans les entreprises, Flex Office ou pas. On en parle avec Vianney Goater, cofondateur de Desker. Vous y tenez beaucoup. Vous faites le pari du Flex Office, puisque c'est une plateforme SaaS. Comment c'est né tout ça? Vous vous êtes rencontrés avec des associés pour bâtir l'idée que, de toute façon, il fallait des outils pour organiser ce travail hybride, puisque c'est de ça dont il est question. C'est ça, exactement. En fait, on s'est rencontrés avec mes deux cofondateurs, Thomas et Victor, dans un master entre HEC et l'École Polytechnique. Et on a eu la chance, du coup, de pouvoir dédier 6 mois de cette année-là à interroger des DRH, des directions de l'environnement de travail, des workplace managers, pour comprendre quels allaient être leurs défis de demain. En fait, on était en pleine crise du Covid à ce moment-là, et on savait que les modes de travail étaient en train de changer. Et donc, on s'est aperçu que... Vous avez anticipé, en fait, ce besoin. Exactement, mais on le sentait parce qu'on avait des amis qui travaillaient déjà, qui nous faisaient part de ces difficultés des entreprises à organiser tout ça. Et donc, le problème numéro 1 qui ressortait des centaines d'entretiens qu'on a réalisés, c'est j'ai du mal à organiser l'alternance entre le télétravail et le présentiel, ce qu'on appelle le travail hybride. C'est une difficulté qui persiste aujourd'hui, selon la DARES, donc c'est un institut de statistiques qui est lié au ministère du Travail. Il y a encore 43% des entreprises qui ont du mal à organiser cette alternance. Donc, vous faites ce constat en allant finalement faire une forme de journalisme, en auditant, en allant rencontrer des DRH. Vous créez Desker, levée de fonds quand même, il faut le préciser, parce que c'est pas rien, vous avez 25 ans, vous avez donc commencé à turbuler quand vous aviez 23 ans, c'est dire que vous êtes un entrepreneur audacieux. 1,2 million de levée de fonds en janvier 2022, reste un sujet quand même de fond qui est l'espèce d'anonymat qui est posé aux collaborateurs qui disent « Moi, le Flex Office, c'est sympa, je viens travailler le lundi, le mardi, le mercredi, mais en même temps, je change de bureau tout le temps. » Comment on résout cette problématique-là? Parce que c'est une problématique très sociologique, finalement, au-delà de l'organisation informatique. C'est clair, c'est un bouleversement vraiment de la manière de travailler des entreprises. En fait, ce qu'on constate, il y a beaucoup d'études qui ont été menées et qui prouvent qu'il y a énormément de peur autour du Flex Office avant qu'il soit instauré. C'est ça. Qu'une fois qu'il est instauré, il y a 80% des collaborateurs qui y adhèrent, qui trouvent que c'est plus simple d'échanger en équipe, qui trouvent qu'il y a plus de collaboration, de moments informels. Donc il y a beaucoup de pédagogie à mettre en place quand on met en place le télétravail et le Flex Office. En fait, il est lié automatiquement. Quand vous mettez en place le télétravail, il faut enclencher le Flex Office. C'est ça, parce qu'en fait, sinon on se retrouve avec des bureaux qui sont complètement sous-optimisés, qui sont vides, etc. Donc très souvent, ça va avec. Et ce qu'on voit, c'est que les accords de télétravail se multiplient en ce moment. Il y en a 2 fois plus en 2021 qu'en 2020, 2 fois plus en... Enfin, Malgré le discours ambiant de certaines entreprises qui disent on rapatrie tout le monde, vous dites le télétravail, c'est en train de progresser encore, quoi. Complètement. En fait, c'est en train de s'instaurer, pas forcément d'augmenter dans le nombre de jours permis, mais au moins d'être encadré avec des accords. Et ça se fait en accord avec les CSE, les salariés, etc. En fait, les entreprises comprennent que c'est un enjeu majeur d'attractivité des talents de proposer du télétravail. Vous, la plateforme SaaS, j'imagine, elle s'adapte aux besoins des clients. J'imagine que certains vous disent, certains veulent quand même garder leur bureau, d'autres sont dans des bureaux totalement neutres. Comment on organise cela par rapport à vos clients? Parce que votre objectif, j'ai vu qu'en 2025, vous vouliez être le leader en fait, de ce marché du Flex Office, donc il y a de l'ambition. C'est quoi vos arguments quand un
Un client vous dit, bah non, mais mes salariés pourraient quand même garder leur bureau, leur petit mug et puis le cadre photo des enfants, parce que c'est de ça dont il est question, savoir ce petit espace à soi. Ouais. Qu'est-ce que vous leur répondez ? Nous, on a fait le choix de s'adresser en priorité aux entreprises qui étaient les plus matures, on va dire, sur ces sujets-là. Donc, on a commencé par les startups, les scale-up. Aujourd'hui, on travaille avec beaucoup de grands noms de la tech française, Stuart, Ledger, Backmarket, des entreprises comme ça, qui, elles, sont déjà conscientes de l'apport que ça représente pour eux, le télétravail. Et donc, on a conçu la plateforme avec eux, où ils nous disaient, voilà nos besoins, on a besoin de permettre aux gens de réserver leur bureau, d'avoir de la visibilité sur qui vient, à quel moment. Et savoir avec qui on est. Exactement. Ça, c'est important. C'est le principal, en fait. Ouais. Quand on vient au bureau, on vient pour être avec des gens. Mais on va aussi donner toute cette data-là à l'équipe RH pour qu'elle puisse comprendre les vrais usages du télétravail. Donc c'est vraiment tout l'enjeu de la plateforme, de la co-construire avec nos clients. Et ensuite, là, on se rend compte que dès qu'on approche des entreprises qui ont déjà fait cette démarche de s'engager dans de la transformation du flex office, etc., elles ont ce besoin d'avoir les bons outils. On n'organise pas ça avec un tableur Excel, c'est plus possible en 2022. Et on pense que voilà, on a trouvé cette recette en travaillant avec les office managers. D'un point de vue concret, c'est une plateforme qui arrive sur le téléphone du collaborateur et il y a une forme d'interactivité, hein, c'est-à-dire qu'il peut choisir son emplacement. Enfin, je veux dire, on lui dit pas mardi tu seras au bureau B8. Ah oui. C'est pas aussi anonyme que ça. C'est qu'il peut quand même aussi lui travailler sur des espaces de travail. Ça repense quand même l'organisation d'un espace de bureau en fait finalement. Complètement. En fait, notre philosophie, c'est de redonner le contrôle de son planning aux collaborateurs et d'offrir de la flexibilité dans un cadre. Ça, c'est vraiment notre philosophie, c'est de dire l'entreprise a travaillé pour mettre en place un cadre de télétravail avec lequel tout le monde est content, mais au sein de ce cadre, on va permettre aux gens de déclarer leur planning en fonction de leurs impératifs, en fonction de leur vie personnelle, c'est très important. Et donc, c'est pour ça que effectivement, le collaborateur va avoir le choix de choisir ses jours de présence en accord avec son équipe, etc. Donc ça veut dire qu'il faut quand même qu'il informe lorsqu'il quitte le bureau et qu'il a fini sa mission ou sa réunion de travail, il faut quand même qu'il clique pour dire le bureau est libre, de nouveau il peut être repris par quelqu'un. C'est aussi ça l'enjeu. Hein. Ouais, alors en fait, ce dont on s'aperçoit, c'est que la plupart du temps, c'est à la journée ou à la demi-journée quand quelqu'un vient. Ouais, c'est pas aussi fin que sur le temps d'une heure de réunion. Et vous qui rencontrez vos clients, alors vous vous dites c'est des entreprises pionnières, évidemment modernes, des startups qui sont déjà, pour certaines, qui étaient déjà engagées dans le télétravail avant la crise Covid. Ça fait réfléchir aussi aux espaces de bureau et même aux bâtiments, parce que certaines vous disent, après tout, je peux réduire de moitié mon espace. Et donc les coûts, c'est clair. C'est une réalité. C'est un énorme outil de réduction des coûts aussi, le passage au flex office. En fait, on estime que le coût d'un poste de travail à l'année, c'est environ 10 000 euros. Et on peut économiser en passant au flex office entre 25 et 35% de sa surface de bureau. Donc vous imaginez les réductions que ça représente pour une boîte, mais même à partir de 50 personnes, hein, mais des groupes de 500, 1000, 2000 personnes. Évidemment, c'est colossal. Économie colossale. Et elles peuvent être réinvesties aussi au service de l'expérience collaborateur. C'est pas seulement des économies pour faire des économies, c'est dire aussi... C'est repenser les espaces. Voilà, exactement. Et en plus, on va proposer, par exemple, plus d'activités, plus de moments d'équipe, plus de partage. Aménager, voilà. Donc c'est pas forcément un budget qui est simplement économisé, mais qui est réinvesti. Reventilé. Vianney, donc dernière question, vous constatez quand même là, peut-être même des entreprises qui vous disent vous viendrez plus me voir à telle adresse parce que j'ai pris des locaux plus petits, parce que j'ai réorganisé, ça vous le constatez? Complètement, ouais. C'est vraiment l'objet, c'est de dire on va pas forcément maintenir un bureau avec un poste par collaborateur. Et dans la logique de croissance, justement, on va être capable de tenir dans des bureaux qui sont légèrement plus petits, mais sans friction pour le collaborateur, puisqu'il aura l'outil pour se déclarer sa présence quand il en a envie. Et donc, en fait, ça n'altère pas la qualité de l'expérience du salarié. Vos ambitions en 30 secondes, c'est quoi là? Vous avez 25 ans? Alors, par rapport à moi, pas grand-chose, mais par rapport à l'entreprise... Et votre entreprise, voilà, c'est plus pour l'entreprise, c'est aller chercher le marché. C'est maintenant que les entreprises ont besoin de ce genre de solutions. Donc, notre objectif, c'est d'être leader en France sur l'année 2023, puis en Europe sur l'année 2025. Là, on va recruter encore au moins une dizaine de collaborateurs à court terme. Donc, vous doublez vos effectifs? Exactement. Vous êtes en flex office, j'imagine? Évidemment, on est de nos premiers clients, on utilise Descar au quotidien. Et puis, ensuite, voilà, continuer à fournir la solution en solutions annexes. Donc on gère maintenant par exemple les salles de réunion, les places de parking, les casiers, tout ça qui vient renforcer l'expérience collaborateur. On veut vraiment devenir la plateforme
à 360 degrés de l'expérience collaborateur en mode hybride. Merci Vianney Goater, jeune entrepreneur avec vos 2 associés, il ne faut pas les oublier, cofondateur de Descare avec cette levée de fonds et puis ses ambitions de transformer finalement la vie au bureau. C'est un vrai plaisir de vous accueillir. Bon vent pour la suite de Descare, évidemment. Le consensus, vous devez souvent utiliser ce mot quand vous allez voir vos clients, vous trouvez le consensus. C'est Smart Philo, c'est notre rubrique philo et on en parle avec Thibaut Brière. Qu'est-ce que c'est donc que le consensus ? C'est tout de suite. Smart Philo, on parle aujourd'hui du consensus. Alors c'est un mot qui est souvent utilisé, faire consensus, créer le consensus, trouver le consensus. Les hommes politiques utilisent souvent ce mot pour engager la population sur des réformes. Elles sont nombreuses. Mais on va en parler là sous l'angle de l'entreprise avec Thibaut Brière. Bonjour Thibaut, philosophe, spécialiste de la philosophie au travail. Et ce livre, d'ailleurs, je voudrais le rappeler parce que c'est Toxic Management chez Robert Laffont. C'était votre livre, votre dernier livre. De quoi s'agit-il quand on parle de consensus ? C'est un très joli mot. Oui. Alors d'abord, ce qui est étonnant, c'est qu'effectivement, on l'utilise énormément dans le domaine politique. Dans le domaine politique, nous sommes dans une démocratie et normalement, la culture de la démocratie, c'est la culture du dissensus. C'est pas du tout la culture du consensus. Et dans une démocratie, précisément, se définit, c'est Paul Ricoeur qui le définit comme ça, comme l'institutionnalisation du conflit à l'intérieur du cadre réglementé d'un parlement. Et donc, on se nourrit de dissensus. Et le terme, vous l'avez relevé, Arnaud, maintenant est très utilisé dans le domaine de l'entreprise, alors même que l'entreprise elle-même a besoin de dissensus, elle a besoin d'intelligence collective, elle a besoin de diversité cognitive. De frottement, parce qu'on avait évoqué ce sujet. Se frotter les cervelles, comme dit Montaigne. Exactement. Donc, il y a un paradoxe ou pas ? Ah oui, donc il y a un grand paradoxe entre d'un côté, alors quand on est dans le domaine de l'entreprise, d'un côté la valorisation de la diversité, du fait de penser hors du cadre, sortir des sentiers battus, etc. Et puis d'un autre côté, valoriser le consensus. Il faut choisir, c'est soit l'un, soit l'autre. Concrètement, vous dites notre démocratie et donc l'entreprise, finalement, étymologiquement, ne favorise pas le consensus, mais plutôt le dissensus. Et pourtant, médiatiquement, en termes d'optique, on a plutôt le mot consensus qui ressort. Ça veut dire quoi ? On nous vend du rêve ? À mon avis, ce que masque la prolifération du terme, c'est derrière une incitation à se dispenser de penser. Parce que lorsque l'on vous dit, voilà, il y a un consensus des experts sur tel sujet. C'est vrai, on l'entend souvent. Ou alors, voilà ce que le chef a dit, et donc il doit y avoir consensus derrière la parole du chef. Une seule tête, et on veut des gens alignés. C'est le terme qui est repris en entreprise. On cherche à aligner les personnes. Eh bien, ce que ça masque, en fait, quand on y regarde de plus près, derrière, par exemple, un prétendu consensus des experts, dès qu'on gratte, on s'aperçoit qu'il n'y a pas d'unanimité. Et qu'en fait, de consensus, il n'y a pas. Et en revanche, on veut vous faire croire qu'il y a consensus pour vous dire voilà ce qu'il faut penser. En fait, c'est une injonction à penser qu'il y a derrière la notion de consensus, parce qu'en fait, notamment dans le domaine scientifique, il n'y a quasiment jamais de consensus. À chaque fois, il y a des controverses. Ça veut dire donc qu'on se paye de mots et qu'on utilise quoi ? Ce mot à mauvais escient ? On l'utilise d'une part à mauvais escient, mais deuxièmement avec une intention que je dirais politique et ou managériale. C'est-à-dire que... Manipulatrice, pour aller un peu loin. Manipulatoire dans un certain sens, effectivement. C'est-à-dire qu'on veut vous enjoindre à penser dans telle direction, et l'argument massif, c'est il y a consensus, et donc, comme si la force du nombre était un argument suffisant à penser comme les autres. Alors que, comme on le sait, comme l'a dit un philosophe célèbre, Coluche, c'est pas parce qu'ils sont nombreux à avoir tort qu'ils ont raison. C'est vrai. Et donc, vous pouvez avoir raison seule contre tous. Là, je me tourne vers le philosophe, indépendamment des malentendus autour de ce mot dans l'entreprise. Est-ce que le philosophe a conceptualisé philosophiquement ce mot consensus ? On l'atteint, ce consensus. On y arrive ou pas ? Ou c'est une utopie vers laquelle on tend ? Alors, c'est une utopie vers laquelle on tend. On ne peut pas... Alors, il faut savoir que le mot vient de la physiologie, est emprunté à la physiologie, et quand on parle d'un consensus, par exemple, un consensus en physiologie, c'est le concours et l'interdépendance des organes dans l'accomplissement d'une fonction vitale.
Et ça, on le sait pas, on le sait plus aujourd'hui, on l'a ignoré. Et donc, ce qu'il y a d'intéressant là-dedans, c'est que ça vient d'une philosophie déterministe. C'est-à-dire que lorsqu'il y a consensus, eh bien, c'est que des mécanismes sont à l'œuvre permettant de faire en sorte que tout le monde aille dans le même sens. Et finalement, c'est cette utopie, en revanche, que l'on cherche dans l'entreprise. Derrière la recherche d'une harmonie par le calcul, par les data, par les algorithmes, ce que l'on va chercher, c'est la recette magique permettant de faire en sorte que tout le monde, comme magiquement, mécaniquement, converge dans le même sens. C'est un mot paravent, ce mot consensus, derrière lequel on s'abrite pour embarquer et même peut-être prendre la mauvaise route, mais tout le monde aura dit, mais finalement, il y avait quand même consensus, oui. Mais on s'est trompé collectivement. Mais plus ou moins mécaniquement. C'est ça le point important. C'est-à-dire qu'en se dispensant de la liberté, c'est-à-dire que soit on va plus ou moins endoctriner les personnes ou les imbiber de culture de l'entreprise pour faire en sorte que spontanément ils aillent dans la direction attendue. Et celui qui conteste le consensus est souvent regardé de travers. Enfin, oui. Conspirationniste, il remet en question la théorie créée par des scientifiques. Enfin, ça pose quand même des questions importantes pour celui qui décide de faire un pas de côté. Ça pose des questions importantes, d'autant plus que dans l'étymologie même du terme de consensus, il y a celle de consentement. Il y a le terme de consentement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de consensus réel s'il n'y a pas de consentement. Et le consentement lui-même n'a de valeur que s'il est libre et éclairé. C'est-à-dire qu'un consentement que l'on obtient par la force ou par la ruse n'a pas de valeur. Ça, c'est une question importante, cette question du consensus, notamment en entreprise. Donc, vous dites quoi en conseil pratique? Parce qu'il faut être vigilant, on peut s'autoriser à faire un pas de côté? Il ne faut pas rechercher le consensus comme un objectif. L'objectif, ça doit être d'agir en commun. Le fait que les gens pensent ou pas pareil, ça, c'est lors de la période de délibération avant la décision. Et donc, au contraire, il faut favoriser le plus possible de diversité cognitive, de diversité de points de vue, d'opinion. Et ensuite, lorsqu'une ligne est fixée, là en revanche, on va tous dans le même sens, mais ça n'empêche pas qu'il n'y ait pas de consensus, mais bien au contraire, un dissensus. Passionnant, même sur l'étymologie du mot, dont on ne connaissait pas, moi je ne connaissais pas l'étymologie de ce mot consensus. Merci Thibaut Brière d'être venu nous éclairer, philosophe spécialiste de quoi? De la transformation des entreprises? Transformation des organisations en favorisant leur réflexivité. Absolument, et en essayant d'aller vers le consensus. Merci en tout cas d'avoir répondu à notre invitation. On se retrouve très prochainement Thibaut. Toxic Management, c'est votre livre chez Robert Laffont, à ne pas oublier et à lire. Évidemment, on fait une courte pause, on s'intéresse au coût de l'énergie. Alors, on en parle depuis des semaines maintenant, on a beaucoup parlé des grandes industries qui, pour certaines d'entre elles, ont déjà fermé un certain nombre de secteurs, mais on parle trop peu des PME, des TPE, qui sont des artisans pour certains, et qui sont impactés directement par ce coût de l'énergie. Que faire? Comment faire? On en parle avec des experts juste après la pause. Ce sera le cercle RH. Le cercle RH, notre débat, sujet essentiel, l'énergie, le coût de l'énergie, gaz, électricité, le carburant, c'est-à-dire tout ce qui est évidemment carburant fossile, sujet éminemment important pour les industries, les entreprises qui en consomment beaucoup, mais on parle trop peu des TPE, des PME, ces entreprises qui ne sont pas des entreprises forcément polluantes, mais qui utilisent leurs voitures, qui ont besoin de se chauffer. On va en parler parce que là, évidemment, c'est un peu flou, il y a toujours ce bouclier énergétique qui est maintenu, mais quid de la suite en 2023 ? On fait le point avec des spécialistes puis des acteurs de ce dossier. Marc Sanchez est avec nous, secrétaire général du USDI, le syndicat des indépendants. Combien d'adhérents là, à ce jour ? Aujourd'hui, on a 25 000 entreprises adhérentes. Ouais. 25 000 entreprises adhérentes, parmi lesquelles des PME, mais aussi des TPE. Surtout des TPE, micro-entreprises 0 à 10. Ouais. Voilà, des toutes petites entreprises. Merci d'avoir répondu à notre invitation. À mes côtés, Bénédicte Caron, ravi de vous accueillir, vice-présidente de la CPME. Alors, vous faites partie des organisations syndicales qui, dans les premières, voire la première, s'est exprimée en donnant la parole à des artisans, à des boulangers, à des gens qui, sur le terrain, disaient « Moi, si ça continue, je mets la clé sous la porte, on vous écoutera ». Vous êtes commerçante par ailleurs. Oui, tout à fait. Avec un certain nombre de salariés et d'activités. Là aussi, vous êtes confrontés directement dans votre vie professionnelle au coût de l'énergie. Et puis Julien Fouché est avec nous, je suis ravi de l'accueillir parce qu'on a deux nouveaux invités, deux nouveaux visages, membre du comité directeur de l'ARCEG, l'association des directeurs de l'environnement au travail. Autant vous êtes identifié, commerçant, PME, TPE. L'ARCEG, c'est quoi vos métiers? Pour présenter quel métier sur ce plateau? Bonjour, merci à vous. Alors l'ARCEG, c'est une association qui date maintenant depuis 47 ans, qui représente... 75, créée en 75. 75, oui, tout à fait. Qui représente 2000 professionnels de l'environnement de travail,
tout ce qui est services généraux dans le sens facilities management, hospitality, services, donc la maintenance, les investissements, l'immobilier aussi, et bien sûr l'énergie. Et l'énergie, c'est dans vos engagements, la transition. On représente 2000 adhérents, plus 300 entreprises partenaires également. Bénédicte Caron, on vous a invité avec Marc Sanchez parce que vous êtes au carrefour de réseaux, de gens qui vous écrivent, qui vous parlent, qui vous envoient des mails, qui vous disent on s'en sort pas. Quelle est à ce jour la situation des artisans et de ceux qui sont dans votre réseau? Où en sont-ils exactement? Alors, on a 2 cas de figure. On a d'abord les entreprises, on va dire les TPE, qui, elles, vont bénéficier du bouclier et donc qui vont avoir une augmentation du tarif énergétique de l'électricité, pas du gaz, hein, attention, que de l'électricité à hauteur de 15%. 15%, ça c'est le capage gouvernemental. On est d'accord. Nous, on sait à peu près à la CPME, avec une enquête récente que l'on a fait, que ça sauve 1/3 des entreprises. Seulement 1/3. Seulement 1/3. On peut voir le verre à moitié plein, déjà 1/3, mais on a 2/3 de ces, donc, des entreprises qui restent, qui elles sont dans la nature. Et à l'inverse, on a toutes les grosses entreprises qui sont les énergivores, mais qui ne rentrent pas pour 90% d'entre elles, quand vous êtes une PME, dans justement les critères que le gouvernement a mis en place pour les aides. Donc en fait, on a 2/3 des entreprises françaises qui sont trop grandes pour faire partie des petites, trop petites pour faire partie des grandes. Et c'est à elles que l'on pense aujourd'hui, et c'est elles le problème actuellement. Une question à Marc Sanchez, mais juste pour être bien précis, j'ai lu que, évidemment, nous particuliers, on paye notre courant, évidemment, on se prend un abonnement, on le paye à différents opérateurs, pas uniquement EDF. Pour les entreprises, c'est différent, hein. Il y a des renégociations de contrats. Tout à fait. Et vos adhérents reçoivent des lettres en disant, bon, bah écoutez, voilà, hein, on renégocie, mais c'est plus 30, hein, et c'est plus 40. Et pas le choix. Tout à fait. Enfin, on a le choix, mais il n'y a plus de courant, quoi. Mais voilà, comme c'est quand même, ça reste quand même une matière première importante, l'électricité. Aujourd'hui, vous recevez un courrier, même si vous êtes sous contrat, vous savez que, en plus, beaucoup d'entreprises françaises ont leur contrat qui tombe à la fin de l'année, et vous recevez un courrier vous disant d'une décision unilatérale, nous arrêterons de vous livrer à ce prix-là, et à partir de là, vous paierez un autre montant. La plus grosse problématique aujourd'hui pour beaucoup d'entreprises, c'est qu'on n'a déjà pas le coût. Donc, certaines vous disent, moi je suis sur du x2, moi je suis sur du x4, je suis sur du x5, voire du x10. Donc, comment on calcule au 1er janvier le coût de sa marchandise? Comment aujourd'hui vous voulez signer des marchés, des devis au 1er janvier sans savoir ce que vous allez avoir déjà payé au 1er janvier? Marc Sanchez, concrètement, même problématique chez vous côté TPE, parce que bon, les TPE, on se dit, c'est pas des industries énergivores, on travaille à la maison. Non, mais je me fais un peu provocateur. En fait, mais une galère aussi. Non, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que d'après ce que le gouvernement nous dit, on a à peu près 90% des TPE qui sont couverts dans le cadre d'un contrat régulé. Il y a 2 types de contrats. Vous avez les contrats régulés et vous avez les contrats à taux préférentiel. C'est ça. Donc, facialement, ces entreprises-là auraient eu une augmentation qui va entre 15 et 30%. On a publié un baromètre d'ailleurs aujourd'hui, dans lequel effectivement un peu plus d'1 millier de nos boîtes nous disent aujourd'hui on a à peu près eu sur l'électricité à peu près entre 15 et 30% d'augmentation. Mais attendez, il y a le bouclier quand même là annoncé par Elisabeth Borne il y a quelques jours qui a dit voilà, on cape à 15% au lieu des 120% d'augmentation. Oui, alors le bouclier effectivement il a été annoncé, il a été confirmé. Sur le fait de savoir s'il va être effectivement prolongé, ça on le saura dans le cadre du vote de la loi sur le projet de loi de finances d'ici au mois d'octobre. A priori, on peut espérer que oui quand même. Jusque sur l'hiver, j'imagine. Voilà. Mais ce qu'il faut indiquer aussi, c'est que cette augmentation régulée pour partie de l'électricité vient aussi se cumuler avec d'autres augmentations. Les matières premières, les démarrages de remboursement aussi concernant PGE, les démarrages aussi de remboursement concernant les cotisations URSSAF pour les entreprises qui avaient eu effectivement les rattrapages URSSAF en quelque sorte. Des étalements et des prolongations effectivement de leur remboursement pour les cotisations personnelles des dirigeants. Donc c'est un chemin de croix en fait qu'on vit aujourd'hui après les gilets jaunes, les différentes phases de Covid, la guerre en Ukraine, la hausse des matières premières, etc. Et donc on a si vous voulez effectivement aujourd'hui la discussion concernant la problématique de l'énergie. Bien sûr. Mais il faut mettre ça dans un contexte. Aujourd'hui dans notre baromètre, on a quand même 87% des entreprises qui s'estiment inquiètes effectivement quant à l'avenir. On a quand même pour tous les sujets que vous évoquez. Oui, et notamment celui de l'énergie qui est le dernier en date. On a aussi
aussi, grosso modo, à peu près 240 000 entreprises qui ont cessé leur activité volontairement. C'est un point de débat qu'on a vu la dernière fois que j'étais venu. Ce chiffre continue à s'accentuer parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui disent « Oui, effectivement, j'ai été protégé pour protéger mon outil de travail, mais moi, mon pouvoir d'achat et la valeur du travail que j'y mets, il part en flèche. » Julien Fouché, là, on est avec des entrepreneurs, des entreprises, des petites et moyennes entreprises. Quelle est la réalité là, dans les métiers que vous évoquiez tout à l'heure? Parce que vous êtes impacté de la même manière? Oui, en fait, à l'ARCEG, nos adhérents représentent à la fois des petites et des moyennes et des grandes entreprises, à égalité, un tiers, un tiers, un tiers. Et quand on échange avec nos adhérents, environnement de travail, professionnels qui gèrent l'énergie, on s'aperçoit que cette problématique d'augmentation est liée aussi, comme vous disiez, sur d'autres facteurs, notamment l'immobilier, l'indice ILAT qui s'envole et ainsi de suite. Donc l'ensemble fait qu'il y a une augmentation des coûts. Quand on se concentre sur l'énergie, on a deux axes. On a la négociation du contrat. C'est aussi avec des partenaires qu'on peut négocier. Donc là, on travaille avec nos achats, avec d'autres services ou en direct. Vous êtes confronté à ça, avec des opérateurs. Tout à fait, avec des opérateurs. Rappelons qu'on a dérégulé l'électricité. Il y a plein d'opérateurs européens qui vous vendent du courant. Ce qu'il faut savoir... C'est un maquis d'ailleurs. Tout à fait. Et ce qu'il faut savoir, c'est que l'immobilier industriel et tertiaire, ça représente 33% minimum de la consommation énergétique. Donc il y a un grand levier, un grand impact. Donc on se concentre sur les coûts et on se concentre aussi sur l'usage. Et c'est là où nous, avec nos adhérents, on met en place aussi des bonnes pratiques pour pouvoir limiter à la fois la valeur et puis concentrer, limiter le volume, c'est-à-dire la consommation quand on est dans nos... Concrètement, là, parce qu'on est sur des enjeux fiscaux, gouvernementaux, mais concrètement, comment vous limitez? Comment on fait? On isole, on coupe les radiateurs et on dit à l'entreprise... J'ai lu qu'il y avait presque une police de la température. Vous avez été évoqué il y a quelques jours par le ministre Le Maire. On serait allé vérifier que les radiateurs étaient bien à 17. Non mais je souris, mais on va y arriver à ça. Le gouvernement a fixé un objectif à court terme de réduire de 10% la consommation énergétique. Donc sur les bonnes pratiques... Donc c'est bien ça, on va baisser les radiateurs. Il n'y a pas que les radiateurs. Ça ne va pas suffire. Il faut changer beaucoup de choses. On peut intervenir sur l'immobilier en termes de température, certes, mais aussi en termes tout simplement d'usage, c'est-à-dire les écrans qu'on éteint, les lumières aussi. Ce que vous faites chez vous, faites dans l'entreprise. On prend une journée classique, enfin une semaine classique, pardon. Le vendredi, il y a un peu moins de monde, il faut le reconnaître, on le remarque. Pourquoi pas arrêter un ascenseur, pourquoi pas arrêter un étage, concentrer tout le monde. Bénédicte Caron, concrètement, parce que le débat va vite, vos propositions aujourd'hui, est-ce que vous souhaitez de nouveau un round de négociation avec Bruno Le Maire? Est-ce que vous attendez patiemment le projet de loi de finances? Dans quel état d'esprit vous êtes? Parce que vous êtes très offensif, parce que je pense que vos bases respectives vous engagent à relever les manches. Tout à fait. Alors, on peut peut-être avoir une petite éclaircie. On sait aujourd'hui que nos dirigeants vont avoir un rendez-vous très important à Bruxelles à la fin du mois de septembre. C'est l'Europe qui décide. Tout à fait, mais justement, à Bruxelles, enfin à l'Europe, on sait que nos dirigeants vont y aller à la fin du mois. Logiquement, on devrait déjà déconnecter le prix de l'électricité du prix du gaz, ce qui pourrait déjà, je pense, être une bonne idée. Alors, au moins pour la partie électrique. On sait aussi qu'on devrait avoir un certain nombre de réacteurs en France qui devraient redémarrer. Donc, si nous, en France, on produit plus d'électricité, qu'on a déconnecté ce prix, on peut espérer remettre sur le marché un plus grand nombre de kilowattheures et donc peut-être avoir une... C'est plus la France qui décide, là, c'est l'Europe qui va autoriser ou pas. C'est ça l'enjeu pour vous, là, aujourd'hui. Tout à fait, mais plus on aura d'électricité mise sur le marché, plus on a de chances d'avoir un prix du kilowattheure qui baisse. Chômage ou pas chômage? Parce qu'il y a un débat sur le chômage partiel qui a été posé dans l'industrie. Les entreprises ont dit, nous, on n'aura pas le choix, je pense à la chimie notamment, où on mettra au chômage partiel. Est-ce que vous êtes vous-même, en tant que chef d'entreprise, dans une réflexion de vous dire, à un moment donné, il va falloir faire des choix? C'est l'énergie ou l'emploi? Moi, pas forcément, parce que je suis dans le commerce, donc c'est pas forcément mon secteur, et je me vois mal, en plus dans l'alimentaire, dire on ferme les portes. Mais par contre, autour de moi, on a un certain nombre de chefs d'entreprise, alors qui commencent par aller dans le sens de ce que vous évoquiez, c'est-à-dire de faire des économies. Ouais, ça. Alors il y a des foires aux idées qui sortent des bonnes... pour l'épine de l'économie, quoi. C'est complètement ça, mais vous savez, c'est des petites idées des uns et des autres que l'on va transmettre entre nous, qui font qu'aujourd'hui, certains bâtiments industriels qui ont des hauteurs parfois de 4 mètres, on est en train de tendre des bâches en disant on réduit la hauteur pour éviter que l'air chaud montant, pour éviter que l'air chaud monte trop. On est en train de faire des sas pour que des entrepôts, des ateliers qui livrent, qui font sortir des palettes, passent par un espèce de sas pour pas que ça soit toujours temporaire, pour pas que ça soit ouvert. Donc, il est en train de sortir comme ça
des idées un petit peu comme une foire aux questions, mais là c'est une foire aux bonnes idées pour essayer de donner un plus grand coup de main aux entreprises. Et puis après, vous avez vraiment des entreprises qui se disent, moi, je ne suis pas capable de vendre plus cher. Donc c'est clair et net que si ma facture d'électricité, elle est multipliée par 4, par 5, mais pas le pain à 2,50 hein. Exactement. C'est ça, Marc Sanchez. Et puis vous reviendrez sur le concours Lépine des innovations, parce que vous portez des innovations. Mais concrètement, le chômage, là, il pointe son nez. Sur cette problématique, il y a deux aspects. Il y a effectivement, on va dire, les économies de bout de chandelle. La question qu'il faut qu'on se pose, c'est est-ce qu'en tant que chef d'entreprise, quand vous avez pris depuis le début de l'année, ça fait quand même 9 mois, entre 15 et 30% d'augmentation, est-ce que déjà les mesures de bon sens, vous les avez déjà prises? Pour beaucoup de nos adhérents, c'est déjà fait. Ils n'ont pas attendu le mois de septembre pour qu'effectivement, on va dire, on va couper l'électricité, on va réduire la box, etc. Ouais. Le deuxième aspect, vous l'avez évoqué, effectivement, il est tout à fait intéressant, c'est qu'il y a une vraie réunion la semaine prochaine, cruciale, justement, sur la dissociation entre le prix du gaz et le prix de l'électricité. Pour libérer du kilowattheure. Et aussi une volonté affirmée, alors je l'espère qu'elle aura une issue positive, c'est de plafonner aujourd'hui le prix de l'électricité au niveau européen. Et notamment avec des répercussions importantes au niveau français aussi. Et maintenant, quand vous êtes dans le concret, vous preniez l'exemple d'un boulanger, on a plusieurs adhérents justement qui nous ont dit aujourd'hui, si je veux arriver à rentrer dans mes frais de coûts, de charges, pas seulement d'électricité, mais notamment les éléments que je développais tout à l'heure, aujourd'hui, ma baguette, je dois la vendre à 1,50 €. C'est 1,50 € aujourd'hui le prix pour arriver à l'équilibre. Il y a la farine qui a pris, les matières premières pour le boulanger, tout ça s'accumule. Donc on en revient à ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a beaucoup de dirigeants qui, en fait, travaillent simplement pour maintenir un outil. C'est-à-dire qu'ils ne dégagent pas. On voit d'ailleurs les marges nettes sont dans une chute catastrophique. Les trésoreries, pareil. Il y a un récent rapport de Rexecode qui vient de sortir aujourd'hui qui démontre d'ailleurs que même les grandes entreprises, en termes de trésorerie, sont reniées. Exactement. Donc on a une vraie problématique de ce point de vue-là. Et effectivement, je pense qu'il faut l'aborder de manière beaucoup plus générale, avec une concentration. Il y a un enjeu énergétique, si je peux me permettre, là, imminent avec Bruxelles, parce que c'est quand même... L'idée, c'est de réduire la facture énergétique, parce qu'elle peut être terrible. Je veux dire, ça peut être le risque de mettre au chômage partiel. Je disais le concours Lépine, j'espère que vous l'avez pas mal pris, mais quelles sont les mesures, hormis ceux qui ont déjà tout fait bien, qu'est-ce que vous dites là aujourd'hui pour les accompagner? Pour les accompagner, alors moi j'ai envie de dire que... Pour éviter le chômage aussi. Pour éviter le chômage, et puis je rappelle juste aussi que la RTE a émis une note la semaine dernière précisant qu'à certains degrés de consommation qui ne seraient pas respectés, il pourrait y avoir des coupures. Donc en effet, on est tous... Donc il y a bien un gendarme de la température. En tout cas, ce gendarme-là, il a été très clair en disant c'est peu probable que ça arrive, mais ça arrive. Donc qu'on paye notre électricité très cher ou qu'on négocie très bien, tant mieux. Mais si personne ne fait d'effort, on risque quand même d'avoir des coupures. Voilà, le risque est faible, certes, ils le reconnaissent, mais il est existant. Sur la partie concours Lépine, alors moi... Guillemets, oui, mais en limite, déjà, c'est un concours, donc que le meilleur gagne. C'est ça, tout est bon à prendre, comme je dis. Et surtout, moi, je reviens sur la partie de négociation. On peut négocier avec son opérateur en termes d'énergie, mais il faut aussi parler avec son propriétaire, car l'indice, il a de s'envol, car le propriétaire, s'il ne fait pas d'efforts sur vos parties communes... D'isolation. S'il n'y a pas d'efforts sur les parties communes, vous pouvez couper tout ce que vous voulez chez vous. Votre voisin, s'il consomme, il consomme. Donc, en effet, ce concours Lépine, il fait sourire, certes, mais en tout cas, c'est une bonne approche et qui permet aussi d'avoir des solutions concrètes à effet immédiat. Parce que je me répète, on nous attend pour le mois d'octobre à 10%. À moins 10%. Bien sûr. Un mot, c'est l'Europe. On a vu les enjeux européens. Est-ce que le gouvernement peut aller encore plus loin? Parce que là, ce qu'il annonce, 120%, on réduit à 15% les limitations dans un bouclier énergétique. C'est quand même un coût énorme pour la collectivité. C'est un effort à faire. Il peut aller plus loin encore ou pas, le gouvernement, pour éviter la casse? Le top du top, ça serait que ça soit plafonné à 15% pour tout le monde. Tout le monde. Pour tout le monde. Mais on sait très bien que, en termes de budget, c'est infaisable pour l'État. Donc aujourd'hui, on est à plus de 24 milliards. Quand même. Donc on ne parle pas de rien. Oui, c'est 24 milliards mis sur la table pour là, dans le PLF, ce qui est estimé, c'est entre 20 et 24. C'est colossal. Après, il y avait, à l'inverse, pour les grosses entreprises, il y avait 3 milliards de budget provisionné pour ça. Aujourd'hui, on est à 50 millions de dépensés. Donc, c'est une mesure qui ne marche pas. Non. Elle ne correspond pas aux entreprises et à l'arrêté aujourd'hui. Voilà. Pour les PME, aujourd'hui, c'est 3% de son chiffre d'affaires. Enfin, il faut que le coût énergétique représente 3% de votre chiffre d'affaires. C'est pas la vérité pour beaucoup de PME. Ah non.
Ah non, Non, de chiffre d'affaires. Ah, de chiffre d'affaires, Oui, pardon, oui. pardon. Ah non, de Ouais, chiffre de chiffre d'affaires. d'affaires. Donc non, c'est pas ça. Et c'est pour ça que peut-être il y a quand même une idée à voir avec le gouvernement pour modifier et rejouer les cartes, enfin un petit peu rejouer les cartes pour que on puisse faire entrer beaucoup plus d'entreprises dans ce dispositif, puisqu'aujourd'hui financièrement il y a de l'argent encore à donner. Est-ce que le chômage technique est une hypothèse que vous envisagez chez vous peut-être ou chez tous les adhérents qui vous disent je n'ai pas à avoir le champ que de me séparer de collaborateurs, provisoirement? On a beaucoup d'entreprises aujourd'hui. Il y en a déjà, comme vous l'avez dit, un certain nombre qui ont déjà arrêté, mais on a beaucoup d'entreprises qui n'ont pas forcément encore vu leurs tarifs augmenter parce qu'ils sont sur des prix tenus jusqu'au 31 décembre et qui disent, en fonction du coût énergétique du 1er janvier, on décidera si on continue ou pas de travailler. 10 secondes, oui, c'est une situation réelle, ça. Quand vous avez effectivement des chiffres qui sont un peu en carafe et puis en même temps des charges qui augmentent avec des coûts de matières premières importants, effectivement, ce que vous essayez et que vous ne pouvez pas jouer sur les prix de manière c'est l'emploi qui est le levier. Hein. Exactement. Bah, c'est-à-dire il peut y avoir des débrayages, il peut y avoir du chômage technique, etc., etc. Oui, tout à fait, clairement. On coupe des prestations pour les... Et y compris dans les entreprises de moins de 10 salariés. Bien sûr. Et des TPE qui subissent aussi des prestations qui sont coupées parce que ça ralentit toute la chaîne. Merci pour ce discours. On attend et on suivra évidemment cette réunion à Bruxelles. Elle est importante. Merci à vous trois. Merci à Bénédicte Caron. Alors vous êtes une commerçante, les pieds sur le terrain en Normandie, grande distrib et fleurs, je crois, si je ne m'abuse. Vice-présidente de la CPME et qui sera évidemment en première ligne sur ce dossier. Marc Sanchez, merci. Vous aussi en première ligne, secrétaire général du SDI, 25 000 entreprises adhérentes. Et puis je remercie Julien Fouché, puisqu'on a découvert l'ARSEC sur ce plateau, viendrait nous en reparler, des activités, association des directeurs de l'environnement au travail. Merci pour ce débat. On va suivre évidemment cette crise énergétique. Tout de suite, ces fenêtres sur l'emploi. Il y a un secteur qui repart, ça va donner un peu le sourire, c'est l'événementiel. Vous vous souvenez, il était totalement à l'arrêt pendant le Covid. Ça repart, mais c'est pas si simple que cela. On en parle tout de suite. Fenêtre sur l'emploi. On va retrouver un peu le sourire après ce débat sur la crise énergétique. On parle de l'événementiel. On avait beaucoup parlé sur ce plateau. Évidemment, la crise Covid avait transformé ce secteur. Il repart, le secteur événementiel repart et il recrute. On en parle avec Benoît Ramozzi. Bonjour Benoît. Bonjour. Vous êtes le délégué général de l'événement l'association, qui est la fédération professionnelle d'une centaine d'entreprises de l'événementiel. Donc vous parlez en leur nom sur ce plateau. Ça fait une centaine d'agences de communication événementielle qui travaillent pour le compte d'entreprises d'institutions françaises. Et qui représentent évidemment un certain nombre de salariés. Tout à fait. Chapitre 1, ça repart. Il n'y a pas de doute, ça repart. Ça repart très bien depuis avril 2022. C'est là que l'activité est repartie. Ça redémarre très fort. Il y a un phénomène de rattrapage. Tout ce qui n'a pas pu être fait pendant quelques mois, voire presque un an et demi, ça s'est joué. Ça se joue actuellement. En physique ? En physique, en hybride un petit peu. Ouais, ça s'est hybridé un peu. Pour un petit peu capter plus de public, parce que c'est toujours, on a appris de la crise, donc on va faire autant qu'on continue d'utiliser ça. Ça peut être aussi, on utilise le digital pour faire un peu moins déplacer les gens, capter plus de monde, donc ce qui est plutôt positif. Mais en présentiel, à 90%, je veux dire, parce qu'il y a un besoin de se retrouver. Ouais, de se retrouver, de partager des moments un peu festifs et agréables. Exactement. Petit bémol tout de même, parce que l'événementiel, c'est évidemment de la scénographie, c'est une production de contenu, mais c'est aussi de la sécurité, c'est des hôtesses d'accueil, c'est tout un personnel. C'est toute une chaîne de valeur. Et là c'est plus compliqué. Alors, le Covid est passé par là. Comme beaucoup de filières, l'hôtellerie, la restauration, il y a un manque de bras. Donc la filière événementielle, c'est un peu la même chose. Mais néanmoins, les acteurs qui ont été mis de côté pendant la crise sont quand même revenus. Donc ça va un peu mieux. Au sein des agences, on est staffé. Mais il faut quand même aller chercher sur le terrain d'autres profils. Quel est votre message aujourd'hui sur le plateau? Parce qu'il y a du recrutement, c'est une activité qui repart, qui veut dire recruter. Quels sont les profils recherchés? Qu'est-ce que vos agences, ceux qui appartiennent à l'asso... Maintenant, on a besoin de recruter les talents de demain. C'est-à-dire que les talents qui vont accompagner les marques, les entreprises, les institutions françaises pour les accompagner dans leur stratégie de communication événementielle, redonner du sens à une entreprise et recréer de la relation, tout ce qui a été mis de côté pendant la crise. Donc là, maintenant, il faut qu'on travaille sur la formation.
C'est-à-dire qu'il faut que les écoles de communication, les écoles de commerce, etc., sensibilisent à l'activité événementielle, parce que c'est un secteur d'avenir. C'est-à-dire avec des processus, avec je sais quoi, des masters, avec Tout à vraiment fait. des Alors, il y en a, filières. par exemple, hier, on a intervenu avec un de mes dirigeants d'agence auprès de l'école Sub de Pub, les sections communication, puisqu'ils ont un module événementiel. C'est vrai, c'est L'objectif de notre fédération, enfin de l'association, pardon, c'est d'aller prêcher la bonne parole, de donner envie à ces jeunes d'intégrer la filière et d'être les talents de demain. Elles sont très peu nombreuses, hein, les filières autour de Il n'y en a l'événementiel. pas beaucoup. En fait, on fait de l'événementiel un peu par hasard. On fait de la com, on fait de la pub. Tout à fait. Alors, il y a ces grandes écoles, l'ISCOM, les FAP, Sub de Pub, ils ont des modules événementiels. Alors, ils Des font modules. Hein. des modules, ils ont un panel sur l'activité, la filière événementielle assez large. Donc nous, notre objectif de l'association et des dirigeants qui sont adhérents, c'est d'aller les rencontrer, ces jeunes, et de leur donner envie, de leur dire qu'on crée du live, on crée de l'émotion. C'est un secteur qui ne s'arrête jamais, qui est quand même figé. Pour ceux qui auraient envie de s'y pencher, l'événementiel, c'est hybridé là aussi en termes de fabrication. Il y a vraiment de la vidéo, il y a du broadcast, il y a de la production audiovisuelle. La production de contenu, là, ce qui n'était pas forcément le cas il y a quelques années, c'est au-delà de la scénographie, de la salle, de la déco, du traiteur, on réfléchit à un message, on réfléchit à un contenu, on a besoin de planeurs stratégiques, on a besoin de rédacteurs, on a besoin de responsables éditoriaux qui, eux, vont créer vraiment le contenu, rédiger des textes, faire un découpage vidéo, voir comment je vais emmener le public en proposant telle ou telle interview et tel ou tel intervenant. C'est en ça que le sujet est très passionnant. Oui, d'ailleurs, c'est presque à cheval aussi avec la communication et j'allais dire le journalisme. C'est-à-dire qu'il faut raconter une histoire. Il y a même presque une scénographie cinématographique. C'est du story, c'est pas que du storytelling, c'est du story living. C'est-à-dire qu'il faut embarquer les gens en direct, comme un plateau TV. On embarque les gens en direct avec du contenu, du live, de l'interaction. Et il faut que les gens ressortent de là avec un sentiment d'avoir compris et intégré quelque chose. Votre message, c'est d'accélérer la visibilité de ce secteur. Vous venez sur un plateau télé, vous vous déplacez dans les écoles, vous allez à la rencontre du public. Quelle est la réaction? Alors évidemment, celle-ci, on ne l'a pas encore, on le verra après, mais quand vous êtes face aux étudiants, qu'est-ce qu'ils disent? Ils connaissent ce secteur? Ils le connaissent pas? Alors, ils ont une question plutôt intéressante. Hier, notamment quand on a rencontré ces étudiants, ils se posent des questions sur est-ce qu'on ne pourrait pas faire différemment, enregistrer en vidéo. Alors, on leur a expliqué qu'en fait, il faut faire du live. C'est le cœur du métier, c'est le live. Ils nous posent des questions sur... Du direct, donc. Du direct. Moi, j'ai comparé l'événementiel à les directs que j'avais quand j'étais gamin, quand je regardais la télé le vendredi soir, samedi soir. J'ai dit, c'est ça l'événementiel. Et eux, ils se posaient des questions, mais on produit des vidéos comme ça. Il y a de l'émotion, créer de l'émotion à l'événement. Ils se posent des questions sur l'expérience aussi. Il y a des réactions plutôt intéressantes sur l'expérience. C'est qu'en fait, une personne, quand elle va sur un événement grand public, il n'y a pas que les... Faut pas qu'elle l'oublie. Voilà, faut pas qu'elle l'oublie, faut qu'elle vive une expérience. Et il n'y a pas que les concerts ou les événements sportifs. Il y a un événement corporel d'entreprise, on peut vivre une expérience et être embarqué par son employeur, parce que souvent c'est le cas, c'est l'employeur qui crée l'événement en interne pour former ses collaborateurs, embarquer sur le sens que souhaite donner l'entreprise à sa marque. Merci Benoît Ramaudy d'être venu nous donner envie de se lancer dans l'événementiel qui repart, l'activité repart, les entreprises créent des événements. Et elles recrutent. Et elles recrutent, et l'événementiel recrute. L'événement, l'ASSO, c'est un peu la fédération qui regroupe plus de 100 agences et vous êtes venu les représenter aujourd'hui, Benoît Ramaudy, vous en êtes le délégué général. Merci de nous avoir rendu visite. C'est la fin de notre émission. Bah oui, déjà. On se retrouve demain pour de nouvelles aventures, de nouvelles rencontres. Merci à toute l'équipe qui m'accompagne, évidemment. Je remercie Ulysse à la réalisation. Je remercie Alexis au son. Je remercie bien entendu Nicolas Juchat et Carla pour l'accueil invité. Voilà, j'ai fait le tour. Je vous dis à demain. Et puis d'ici là, restez fidèles à tous les programmes de Bismart. Ils sont nombreux. Bye bye.